Salut, c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, nous recevons Claire Vitou, fondatrice de The Minimal Plan et hôte du podcast Bye Bye Procrastination, qui comptabilise plus de 2 millions d'écoutes seulement. Petit podcast, du coup. Elle donne aux freelances et entrepreneurs les clés pour booster leur efficacité et développer leur business sans s'épuiser. Sa méthode, transmettre des outils d'organisation simples et intemporels qui t'aident à créer plus de temps et plus de sérénité dans ton business. Claire, bonjour, comment vas-tu ? Salut Clémentine, salut Lise, écoutez, très heureuse de me retrouver au micro du podcast de la loose. On est ravis aussi de t'accueillir et on a l'habitude du coup de commencer nos interviews par un petit jeu. Donc c'est un petit système de questions. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Alors, première question, quelle est la personne qui t'inspire le plus et pourquoi ? Très bonne question. Je suis pas trop une personne très fangirl de manière générale. J'ai pas énormément de rôle modèle. Je dirais que dans les personnes qui m'ont le plus inspirée sur mon parcours entrepreneurial, Geneviève Gauvin, qui tient aussi le podcast Effronté, qui je trouve qu'elle est hyper inspirante dans son approche business, dans sa manière de faire des choix toujours audacieux, et puis aussi d'assumer avec pas mal de transparence quand même ce qui se passe dans les coulisses de son entreprise. Et pour ceux qui découvriraient Geneviève Gauvin, sachez qu'on a enregistré un épisode avec elle que vous pouvez retrouver du coup dans les archives du podcast. Du coup, deuxième question, quel est le mantra ou la citation qui t'accompagne en ce moment ? 1 vaut mieux que 0. C'est genre le truc de chaque petite action, chaque petit truc vaut mieux que 0. Je suis en train de travailler sur un gros projet qui me dure depuis presque 1 an maintenant, et là j'arrive sur la fin, mais c'est un peu difficile. Et donc je suis vraiment en mode à chaque jour sa peine, 1 vaut mieux que 0, un petit mot posé sur le papier vaut mieux que 0, et j'essaye d'avancer au maximum. Ouais, petit pas pris, petit pas quoi. Exactement. Ok, en un seul mot, si je te dis échec, tu me réponds ? En un seul mot, honte, je dirais. Ah, ouais. On a le même. Ouais, j'allais dire le même que toi. Ouais. Ok, quelle est l'émotion qui te définit le plus en ce moment dans ta vie en général, que ce soit pro, perso ? Comment est-ce que tu te sens ? C'est une bonne question. Si on est en mode sans phare, sans paillettes, je dirais le stress, très, très clairement. C'est un peu le stress à plein de niveaux, mais voilà, ça fait partie de la vie. Il y a des périodes comme ça. Et c'est pour ça que 1 vaut mieux que 0. Chaque petit pas en avant vaut mieux que 0, pas du tout. Ok, trop cool. J'aime beaucoup cette philosophie. Ok, quel est le pire conseil qu'on t'ait donné ou celui que tu exècres le plus ? Le pire conseil qu'on m'ait donné, je pense que je sais pas si on me l'a donné personnellement, mais je dirais que c'est plus des espèces de tendances qu'on voit dans l'entrepreneuriat en ligne, tu sais, des modèles à suivre où tu as des grandes tendances qui arrivent et qui repartent généralement un peu comme elles sont venues aussi. Je pense qu'une tendance que j'ai de plus en plus de mal à supporter, c'est le côté toujours plus, tu vois. Genre vraiment, faut toujours faire plus de chiffre d'affaires, viser la croissance en permanence, développer son équipe, déléguer et tout. Enfin, c'est vraiment cette espèce de course à toujours le palier suivant. Et je pense que ça nous met collectivement dans une espèce de piège qui est toujours de jamais être satisfait de ce qu'on a et de toujours aller chercher si l'herbe est plus verte ailleurs. Alors que des fois, on est juste bien là où on est et c'est OK d'aspirer pas forcément à l'étape suivante, mais à kiffer celle dans laquelle on est à l'heure actuelle. Et dernière question, donc là on est plus sur un petit fun fact. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose que personne ne sait à ton propos ? C'est hyper dur de Un petit de secret dire bien ça. gardé ? Un secret bien gardé. OK, je pense que dans les trucs que les gens perçoivent peut-être pas de moi de manière directe, c'est que je suis quelqu'un qui met enfin, pas indécise, si un peu quand même indécise, pas tant sur le business, mais plus sur des trucs de la vie quotidienne. Tu vois, genre là, je suis en train de rénover une maison. Pour le fait de choisir la crédence dans ma cuisine, tu vois, le carrelage au-dessus du plan de travail là,
ça m'empêche de dormir la nuit, quoi. Vraiment, c'est un délire. Donc je suis sur ce genre de ça peut vraiment me prendre la tête super fort des trucs, en fait, on s'en fout, quoi. Non, non, mais c'est important, ça va la meuf qui va rajouter un truc encore pire, genre: «Ouais, non, mais tu C'est le raison», choix parce d'une vie, qu'après une crédence, c'est ça, on en change pas une fois qu'on l'a posée. tu vas pas changer tous les 4 matins. OK, ça marche. Merci pour ces réponses très, philosophiques pour certaines et très enrichissantes. Donc nous, si on t'a invité, évidemment, c'est pas pour connaître toutes les anecdotes, de tes crédences et des poignées de porte, mais c'est parce que quoi qu'on pourrait, hein, mais c'est pas le sujet. Mais c'est parce qu'avant le succès de The Minimal Plan, il faut le dire, tu as planté un business. Yes. Et et nous, ça nous intéressait de parler de ça parce qu'effectivement, on a souvent cette tendance à penser que, bah, la réussite qu'on voit aujourd'hui, par exemple la tienne, elle est là depuis, toujours, elle est arrivée comme ça du jour au lendemain, que, enfin, ça a marché tout de suite pour toi et que voilà, il y a ces élites qui arrivent à tout de suite exploser, on va dire. Et en fait, on se rend compte que, bah, la plupart du temps, c'est pas ça. On se plante, on fait des erreurs, on essaye, on réessaye, on se replante, et cetera. Du coup, nous, on aimerait bien savoir, bah, justement, qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier business? Mais avant toute chose, c'était quoi? C'était quoi le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? Heu, voilà. Quelle était l'idée de base? Yes, bah, clairement, bon, on en a discuté avant, il y a pas de secret donc vous savez, de quel business, je parle. Mais en fait, hem, si on revient un petit peu en arrière, dans ma vie et sans que je vous fasse, mon CV complet, je me suis lancée à mon compte il y a 7 ou 8 ans maintenant, quelque chose comme ça. Et en fait, quand, j'ai quitté mon job, salarié, je me suis lancée dans un premier business. Ça a mis un petit peu de temps avant que j'arrive à cette idée-là, mais voilà, quand je me suis lancée, juste après mon job salarié, en fait, enfin mon dernier job salarié, j'ai créé un agenda. Donc en fait, j'avais une marque d'agenda, on peut dire ça comme ça, qui était The Minimal Plan en fait, en soi, puisque même si le produit avait un nom, c'était toujours la même marque. J'avais conçu un agenda qui était un peu spécifique. En fait, c'était un agenda en deux carnets où tu avais une partie pour la planification et un carnet de notes, pour, brainstormer et tout. En gros, ça partait de l'idée que moi, ce qui me frustrait toujours dans mes agendas, c'est que tu as toute la partie pour, organiser, mais tu as jamais la partie pour, tu sais, gratter sur un bout de papier pour imaginer ton plan d'action, pour, explorer une idée, pour, voilà. Tu as toujours 10 pages de notes à la fin, personne ne les utilise jamais parce qu'il y en a que 10. Enfin, tu vois le truc, quoi. Et donc du coup, le principe, c'était de dire: «Moi, je voudrais pouvoir avoir un outil pour à la fois brainstormer, faire la partie créative, on va dire, de l'entrepreneuriat et en même temps, avoir un endroit où je peux structurer les choses et faire des plans d'action». Et donc j'ai lancé ce truc-là et ça s'appelait, Projo. Donc en fait, c'était Project Journal et l'idée, c'était un journal de projet où tu brainstormes et bref. Donc tu pouvais passer entre les 2 carnets, changer un quand il était fini, tout en gardant l'autre et cetera. Hem et c'était trop bien de concevoir ce truc-là, tu vois? D'imaginer le business autour, c'était trop, trop cool. Et en fait, j'ai arrêté ce projet, je pense, 2 ans après le lancement parce que j'étais confrontée à la réalité des chiffres qui, en fait, n'étaient pas du tout, ceux que j'avais, imaginés. En fait, pour remettre un petit peu dans le contexte, quand je me suis lancée, je partais pas de zéro parce qu'en parallèle de mon job salarié, j'avais déjà et c'était pas du tout avec un objectif business de base, mais en fait, j'avais construit une communauté sur Instagram autour du bullet journal. Donc pour ceux qui savent, ils savent. Pour ceux qui savent pas, c'était une espèce de méthode où tu t'organisais dans un seul et même carnet, où tu mettais toute ta vie dedans globalement, si je résume, très, très fort. Et donc en fait, j'avais déjà une communauté, j'avais déjà une audience, j'avais déjà un vivier en fait, si on parle en termes de business, un vivier de prospects potentiels qui, sur le papier, auraient pu être prêts à acheter ma solution, tu vois? Et pourtant au bout de 2 ans, bah, en fait, j'ai lâché ce truc-là. Alors j'ai pas fermé mon business en tant que tel puisque en soi, j'ai gardé la structure et tout, j'ai gardé la marque, mais par contre j'ai complètement pivoté parce que ça fonctionnait juste, ça fonctionnait juste pas en fait, j'arrivais pas à me rémunérer suffisamment pour, payer mon loyer parisien, aller faire mes courses, chez Monoprix, enfin ce des trucs de la vie quotidienne quoi et que ça pouvait plus durer. Ouais, donc ça a pris 2 ans. J'imagine que pendant ces 2 ans, il s'est passé aussi plein de choses, peut-être des désillusions, petite lueur d'espoir, ce genre de trucs. On va revenir un petit peu en détail là-dessus. Donc déjà, on est sur un produit physique. On est d'accord, Ouais. c'était pas juste une version numérique que tu fais imprimer chez toi, c'est vraiment, Un produit physique que je faisais produire, en France, qu'après, bah, je recevais, en l'occurrence, chez moi. Je faisais, toute la partie marketing et tout, les expéditions, enfin tu vois vraiment le small business,
classique de produits physiques, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant parce que nous, sur le podcast, on a l'habitude de recevoir, des invités qui ont souvent des business de prestation de services, ce genre de choses et c'est vrai que la partie vente de marchandises, au final, avec tout ce qui est, logistique, gestion un peu plus large, c'est pas un sujet qu'on aborde donc du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, comment ça s'est déroulé? Donc tu as eu cette fameuse idée, tu t'es lancé tout feu tout flamme. Est-ce que tu as fait une étude de marché? Est-ce que tu t'es servi de ce vivier de prospects, que tu avais pour sonder un petit peu, ton marché ou pas du tout? En fait, quand je me suis lancée, j'avais un peu d'argent de côté, mais j'avais pas envie de prendre le risque de mettre mes économies dans un stock et de potentiellement l'avoir sur les bras et pas, l'écouler, tu vois? Donc comme j'avais déjà une audience, qui aurait potentiellement pu être prête à acheter, ce truc-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une campagne de crowdfunding. Donc en gros, j'ai fait un système de précommande, on peut appeler ça comme ça, où j'ai invité les gens de ma communauté, à, acheter le produit en avance, payer en avance aussi et pour pouvoir du coup financer un stock et en fait, ça s'est hyper bien passé la campagne de crowdfunding, je me rappelle plus, des chiffres, en détail, mais je pense que c'était autour de 10 000 €, tu vois, de récolter, ce qui était pas rien, tu vois? Enfin, je veux dire, pour une première opération de vente face à une communauté à laquelle j'avais jamais rien vendu. Bah, moi, j'étais quand même plutôt fière de moi, tu vois? Et c'était surtout un signe hyper encourageant. J'avais pas fait d'études de marché en tant que telle, mais pour moi, c'était un peu la validation de mon concept et du fait que oui, il y avait des gens qui étaient prêts à mettre de l'argent sur la table à partir du moment où c'était pas que des proches, tu vois? Clairement, c'est pas, il y a pas genre mes parents qui ont mis 5 000 €, tante qui en a mis 3 000 et le reste, c'est vaguement des commandes, tu vois? Donc ça m'a vraiment permis de valider mon idée et de me lancer en me disant, «OK, il y a un marché, je sens que ça peut prendre, let's go». Je sais plus c'était quoi le reste de ta question? Bah, c'était ça sensiblement si tu avais pris le temps de, justement Ouais. d'analyser ton projet ou si tu t'étais lancé un peu tout feu tout flamme, porté par cette ambition de projet parce que tu l'as dit, c'était parti d'un besoin propre à toi. Ouais, tout à fait. Donc ça aurait pu, toi, te satisfaire, mais satisfaire personne d'autre à côté. Bon là, du coup, c'était pas forcément le cas, donc trop chouette. Tu te lances dans ce projet, tout se passe bien? Sur le papier, tout se passe très bien. Il y a des mois un peu plus pleins que d'autres, mais c'est normal puisque c'est aussi un produit très saisonnier, tu vois? Un agenda, généralement, tu fais beaucoup de ventes, fin d'année, début d'année et puis après ça se tasse un peu donc c'est quand même, oui, c'est un business très saisonnier, quoi. C'est-à-dire que tu fais pas, des mois, réguliers, en termes de chiffre d'affaires, quoi. Et est-ce que tout ça, tu l'avais anticipé? Tu l'avais peut-être budgété via un Pas du business tout. plan, quelque chose comme ça? Pas du tout? Alors, j'avais pas fait un business plan et ça, je pense que c'est un truc en fait, je trouve qu'on a, enfin, je pense que de manière générale dans l'entrepreneuriat en ligne, enfin, je sais pas comment est-ce que vous voyez les choses, mais moi, c'est un peu ma perception. On a un peu l'impression que tu peux te lancer sans faire de business plan, parce que et surtout quand tu es freelance et prestataire de service, parce qu'en fait, tu as d'autant moins de frais à avancer et du coup, tu es là en mode, bon, bah, business plan, c'est vraiment un truc de comptable en costard, de banquier un peu poussiéreux, tu vois? Genre franchement, qui a besoin de ça? Personne et en fait, je pense que c'est un exercice hyper intéressant à faire que j'aurais dû probablement faire. Je l'ai fait en partie au sens où j'avais quand même des tableaux Excel, tu vois? Où j'avais, hem, fait mes calculs, de coût de revient et cetera, bon, c'est un peu la base, tu vois? Mais en même temps, moi, je débarquais, d'un monde corporate où j'avais jamais rien vendu de ma vie, j'avais jamais touché à ce genre de truc donc déjà, poser 3 chiffres dans Excel, je trouvais ça incroyable, tu vois? Sauf qu'en fait, là où, et je pense que enfin, j ça a été un peu tu sais, le ver dans la pomme, quoi, le péché originel, de ce premier business, c'est que j'ai fait des calculs, mais selon ce que moi je percevais de ce qu'étaient les besoins d'un business e-commerce, ce que moi j'imaginais comme des coûts de revient sur un produit comme ça et du coup, en fait, il y avait plein de paramètres que j'avais pas du tout, anticipés, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu en fait, si je compare, c'est un peu comme, si, demain, je voulais organiser mon mariage et en fait, je fais une première liste des trucs qu'il va falloir que je paye mais en vrai, j'ai oublié, les fleurs, les alliances, la cravate, enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre plein de trucs qu'en fait, si tu quelqu'un qui a l'habitude d'organiser des mariages, genre tu wedding planner, tu sais, en fait, tu sais tout ça, tu as pas d'oubli, tu as pas de trou dans la raquette, tu sais qu'il y a plein de trucs à provisionner et à prévoir. Mais que si, tu jamais fait ça de ta vie, bah, juste, oui, tu peux te gratter le cerveau et avoir les neurones, qui sont performants, mais pour autant, tu pas forcément la connaissance et l'expertise nécessaires pour faire le travail correctement, tu vois? Et du coup, ça me fait penser donc là, tu étais encore en salarié, hein? Tu étais encore, Non, non, tu avais tout quitté? j'étais déjà, 100 à mon compte. Ouais, OK et du coup, tu t'es lancé à ton compte avec ces carnets-là.
Est-ce que tu as l'impression que tu avais justement, bon, de ce que j'entends pas forcément, mais cette vision de l'entrepreneur, enfin justement, tu voulais aller où en fait avec ces carnets? Tu avais quelle vision pour ton entreprise? Tu te disais, est-ce que je me dis c'était très naïf. Alors attention, hein, je dis très naïf dans le sens où on est tous passés par là et tout, mais je me dis: «Ouais, c'était quoi la vision à ce moment-là?» Comment tu voyais les choses, Mais en fait, je me suis jamais posé la question, tu vois? Genre vraiment, juste, une fille avec un rêve et pas de compétences, tu vois ce que je veux dire? Genre, je pense que j'avais vraiment ce truc, ce fantasme de, la petite meuf qui fait sa petite papeterie et tout, que c'était et c'est toujours ma sensibilité, tu vois? J'aime les trucs physiques, j'aime les trucs beaux, d'où, la crédence, qui me prend la tête, tu vois? Pendant des heures et des heures. Mais j'avais pas de vision, tu vois? Je me suis pas demandé, c'est quoi l'ambition de la marque? Comment est-ce que j'ai envie de le développer? C'est quoi les leviers de croissance que je vais aller chercher pour, attirer des clients? Enfin, vraiment, mais pas du tout. En fait, je pense que et c'est ce que enfin et je pense que c'est un truc hyper important, que j'ai réalisé beaucoup plus tard, mais à ce moment-là, dans ma tête, c'était pas un business. C'était un hobby sous stéroïdes, tu vois? Genre un hobby qui m'apporte de l'argent et j'ai besoin de cet argent pour vivre, mais c'était pas un business au sens où moi, j'étais pas entrepreneur. Donc j'avais pas cette vision chiffrée, j'avais pas cette vision de, il faut faire du marketing, il faut travailler son message, il faut appuyer sur les besoins des gens pour déclencher l'achat. Enfin, tout ça, en fait, c'était vraiment mais ça n'existait même pas dans mon univers. Ce que je veux dire, c'est même pas que j'avais conscience que ça existait, mais je ne voulais pas y aller. Ça n'existait même pas dans mon paysage. Vraiment, mais alors, pas du tout. Et ça, enfin, pour moi, c'est un vrai problème, c'était un vrai problème. En tout cas, je pense que ça fait clairement partie des choses, qui font que ça n'a pas marché. Parce que juste, à un moment, tu peux avoir une bonne idée et je pense sincèrement que mon idée, elle était pas complètement débile, tu vois? Je pense que ça répondait à un besoin. J'avais une communauté en fait, factuellement, j'avais tout ce qu'il faut, tout le terreau nécessaire pour réussir. À un moment, si tu sais pas jardiner, tu sais pas jardiner, tu vois? Genre, tu vois? Tu peux avoir, les meilleures graines et la meilleure terre possible, bon voilà, si tu fais de la merde, c'est comme ça, quoi. j'aime bien l'image, très parlant. OK et donc du coup, tu es dans ce petit monde des bisounours finalement, appelons-le 100. comme ça. Tu as ton super projet, tu es trop contente, tu t'enflammes, tu pars dans cette dynamique. Est-ce qu'il y a un déclic à un moment donné ou un élément, peut-être un événement particulier qui te fait te poser des questions, ou allumer la petite alarme dans ta tête en disant: «Mmh, attention peut-être que là il y a quelque chose que j'ai mal fait»? Ouais, en fait, il y a eu, je pense, le premier déclic, c'est que, j'ai voulu, aller travailler un mois à Berlin. En gros, à l'époque, si c'est aussi, tu vois, genre, je suis encore dans mon fantasme, d'entrepreneur, je suis là en mode: «Ah, ce serait trop stylé d'être digital nomade et tout», bref. Vous avez l'idée, donc je me dis: «Mais trop bien, j'ai la liberté, je peux, prendre mes clics et mes claques et aller, travailler pendant un mois à Berlin, aller clubber, le soir, faire ma petite vie», enfin voilà, tu vois? Et sauf que le problème, c'est à ce moment-là, mon stock, il est chez moi. C'est moi qui gère l'expédition des commandes. Je vais pas, prendre mon stock dans une valise, dans le train et l'emmener jusqu'à Berlin, tu vois? Ça n'a aucun sens. Je regérer tous les micmacs, de frais d'expédition et compagnie avec, la poste allemande pour, 1 mois de test, de la vie de digital nomade. Ça n'a absolument aucun sens. Donc je me dis: «OK, bah, pour faire en sorte que ce projet de aller, travailler pendant un mois à Berlin en remote, arrive, je vais déléguer l'expédition de mes commandes. Et là, les problèmes arrivent. Enfin, les problèmes arrivent, ils étaient déjà là, hein, mais c'est juste que moi, j'étais en mode, tu vois? J'étais encore dans la lune de miel, donc je voyais pas encore les problèmes. Tu sais, tu sais, vraiment comme une relation où il y a rien qui va, les red flags, tout le monde les voit, mais tu es le seul à être là en mode: «Mais non, mais ce mec, il est vraiment trop stylé». Non, pas du tout. Bah, là, pareil et du coup, en fait, vraiment le wake up call, le déclic, ça a été vraiment ça parce que en regardant les chiffres et pour le coup avec un petit peu plus d'expérience, parce que c'était déjà un petit peu enfin, tu vois, le projet était déjà un petit peu plus avancé. Je regarde et je me dis: «Mais en fait, si je délègue l'expédition de mes commandes», sachant que j'avais pas un gros volume et dans le e-commerce, en moins tu as de volume et plus c'est cher, de déléguer ce genre de truc. Donc du coup, je regarde et je me dis: «Mais en fait, si je dois, déléguer ce truc-là, peu importe le format, tu vois, plateforme logistique ou assistante ou peu importe, comment, bah, juste je perds de l'argent à chaque commande». Bon, bah, déjà ça te donne une idée de
ce que ça donnait en termes de rentabilité et de marge sur le produit. Les calculs sont pas bons. Et du coup, typiquement, qu'est-ce qui avait foiré dans les calculs de base? Bah oui, Claire, peut-être que là, aujourd'hui, tu veux pas déléguer la livraison et que ça te plaît de jouer à la marchande avec tes enveloppes et ton papier bulle, tu vois. Mais demain, si tu as envie de te libérer de ce truc-là, il faut que la logistique, elle soit inclue dans le prix de revient et que du coup, tu puisses dégager une marge suffisante pour le déléguer si besoin. Donc ça a été vraiment le premier déclic de OK, en fait, j'ai 0 marge de manœuvre par rapport, à la rentabilité actuelle de mes produits et de mon business de manière un petit peu générale. Donc ça a été vraiment le premier déclic et le deuxième déclic, ça a été, le covid. Parce qu'en fait, j'ai faut vraiment se remettre dans l'ambiance, mais tu sais, covid, mars 2020, toute la France, s'arrête, d'un coup et là, ils annoncent que la poste ferme et moi, j'imagine que la poste ferme, c'est ils arrêtent les expéditions et je suis en train de pleurer devant mon bureau en mode: «Mais en fait, j'ai juste plus de business». Genre, mon business vient de s'arrêter à l'instant où c'était pas ça l'annonce, tu vois? Mais ça restait ouvert pour les pros et tout, mais je me rappelle la crise d'angoisse toute seule chez moi, en plein covid, tu vois? Mais en fait, j'ai pas de solution alternative, je sais pas comment je vais faire et encore une fois, je suis bloquée, tu vois, par rapport à ce truc, d'expédition. Donc cette dimension expédition, c'était vraiment, tu vois, la pointe de l'iceberg qui dépasse et qui cachait tout un tas d'autres problèmes que j'avais soigneusement, mis de côté jusqu'à maintenant, mais qui refaisaient surface, à ce moment-là, quoi. Ouais, puis c'est la grosse vague qui te tombe dessus en plus. Enfin, c'est tu mets sous le tapis, tu mets sous le tapis, tu mets sous le tapis ou dans le placard là et puis au bout d'un moment, bah, ça a ses limites, quoi. Mais le pire, c'est qu'en fait, il y avait, je pense, une partie de moi qui le mettait sous le tapis parce que j'avais peur des chiffres et que du coup, je préférais ne pas regarder que de constater la dure réalité. Je pense ce que beaucoup d'entrepreneurs débutants font. Si vous nous écoutez, que vous démarrez, ne faites pas cette erreur. Ça fait peur, mais c'est important d'y aller. Et donc, je pense qu'il y avait vraiment une partie de cette dure réalité que je me cachais à moi-même, où je me voilais la face, mais surtout, il y en avait toute une autre partie. J'en avais même pas conscience. Si tu vois ce que je veux dire? C'est même pas que je l'occultais inconsciemment, c'est que ça, encore une fois, ça ne faisait pas partie de mon paysage. Et c'est des trucs que j'ai réalisés, mais je pense des années plus tard, tu vois, de me dire: «Ah mais en fait, si j'avais su ça avant ou si j'avais capté ça avant, peut-être que le destin aurait été un peu différent», tu vois? Je rebondis 2 secondes là-dessus, parce que donc du coup tu mets en évidence le fait que tu avais pas conscience, que tu maîtrisais pas forcément le monde de l'e-commerce, hein, finalement, tout ça et cetera. Qu'est-ce que tu dirais justement à une personne qui a envie de se lancer aujourd'hui, dans un business, quasi similaire et qui n'y connaît rien? Ça serait quoi justement pour éviter ce manque de connaissances sur, le sujet? Moi, vraiment mon conseil, c'est faites-vous accompagner. Genre, je sais que ça coûte cher, je sais que, ça peut être un gros investissement potentiellement au départ, mais trouver quelqu'un, coach, conseil, peu importe le titre, l'étiquette qu'on met, mais faites-vous accompagner pour poser des bases solides à votre business, quel que soit le type de business. Ça marche pour le e-commerce, je trouve que ça marche aussi pour la prestation de service parce qu'en fait, tu peux être, un excellent graphiste, un excellent, designer, un excellent photographe, un excellent, développeur, peu importe ton métier, mais le fait de passer en indépendant et d'être à son compte, c'est vraiment un game très, très différent, je trouve, qui demande des compétences qui sont très différentes et qui s'inventent pas, tu vois? Et ça, je pense que je l'ai compris vraiment, sur ce 1er échec, tu vois? De vraiment mais en fait, c'est pas que c'est pas que tu sais que t'es pas intelligente, que t'es pas compétente, c'est juste que t'as pas les bonnes compétences pour aller sur ce terrain-là et c'est pas grave parce que ça s'apprend en vrai le fait, de gérer un business, de piloter avec les chiffres, de vendre aussi parce que c'était un truc, enfin franchement je savais pas faire quoi, tu vois? Je veux dire, déjà aujourd'hui, franchement je suis pas je suis pas le couteau le plus affûté du tiroir, tu vois? Mais quand même, enfin, il y a déjà je veux dire, si on prend par rapport à la Claire du passé, il y a un petit step up, tu vois? Et ça, c'est des compétences, qui s'apprennent et je pense qu'il faut pas se voiler la face sur le fait qu'on peut pas les éviter, tu vois? À un moment, avoir un business, trouver des clients, les attirer et leur faire une proposition de valeur qui leur donne envie d'acheter, bah, en fait, c'est juste la base, quoi. Sinon, tu as pas un business, tu as comme moi, tu as un hobby qui vaguement te rapporte, quelques petits euros, par mois, mais c'est pas avoir un business, quoi. Mais tu vois, c'est intéressant parce que je pensais
c'est pareil, moi, quand j'ai commencé à réfléchir à me lancer, en fait, pour moi, c'était juste, bah, tu vas créer ta micro pour pouvoir faire ton job, en fait. Et je pense que tout comme toi, c'était j'ai aucune conscience vraiment de ce qu'il faut faire parce que pour moi, en fait, c'est juste, je crée ça parce que légalement, il faut le faire. Mais derrière, tout le business marketing, bah, business plan, ça n'existe pas ça, c'est pas pour moi, c'est pas moi je veux juste faire mon métier en fait, il y a pas tous ces aspects-là. Enfin c'était même pas intégré. Enfin je pense comme toi, ça je sais pas de quoi on parle et pareil, c'est pas que je voulais le mettre de côté, c'est que j'avais l'impression que ça n'existait pas. Enfin c'était pas j'étais pas concernée ou en tout cas, ouais, c'était un peu pareil, très, très flou, mais effectivement le résultat, c'est que derrière, ça pédale dans la semoule à un bon moment, Ouais. bizarrement. Mais tu vois dans l'année dernière, j'ai participé à un salon en tant qu'intervenante, qui s'appelle le salon de la micro-entreprise et j'y retourne là cette année. Et du coup, c'est un salon où il y a pas mal de gens qui sont en train de se lancer ou qui vont se lancer, tu vois? Et il y a beaucoup de questions qui tournent autour justement de: «Oh là là, mais l'administratif, j'ai peur, de pas, bien faire ma déclaration en micro, mon machin, mon truc». Mais en fait, les gars, genre vraiment, s'il y avait que ça comme problème quand tu es entrepreneur, oui, c'est relou, hein, mais c'est vraiment genre le niveau maternel de l'entrepreneuriat, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, oui, c'est important d'apprendre à faire ses premiers pas, mais c'est pas ça le cœur du sujet. Il y a tellement d'autres, choses, presque beaucoup plus vitales que ça. C'est-à-dire que enfin, je peut-être que, faut je veux pas que les personnes qui nous écoutent et qui auraient du mal sur ça, je prends ça de haut parce que c'est pas du tout le cas, tu vois? Je peux comprendre que ça fasse flipper de remplir ton formulaire, de te déclarer en micro-entreprise, d'officialiser le truc un peu parce que tu as un peu ce truc de, «OK, maintenant c'est bon, ça démarre, c'est officiel». Mais c'est pas le c'est la première difficulté, mais c'est loin d'être la plus dure à surmonter selon moi, tu vois? Parce que c'est un truc sur lequel, tu peux te faire accompagner. Il y a quand même pas mal de dispositifs, pour t'aider sur ça. Tu peux enfin vraiment c'est versus trouver tes premiers clients, encaisser tes premiers euros et faire en sorte de pérenniser ton business et que ce soit rentable. Là, on est déjà sur un autre. OK. J'aime beaucoup, cette vision des choses et je rebondis aussi rapidement. Je fais de la promo aujourd'hui, c'est que de la promo. On a eu le plaisir de recevoir Flo de la Micro by Show, sur le J'étais podcast. sûre, j'étais là genre: «Ou sinon, C'est ça, donc je lui fais sa pub. Il est génial pour tout ce qui est question de, bah, voilà, de compta, de fiscal, de d'éclat, de URSSAF, de TVA, de tout ce qui vous fait peur. Donc n'hésitez pas, on a passé un super enregistrement avec lui et puis, il peut vous aider aussi dans la vie, entrepreneuriale, au quotidien. Donc, trop cool. Je vais juste recentrer maintenant sur le sujet quand même de cet épisode. On a, donc du coup ces fameux 2 ans où tu testes des trucs, tu vois qu'il y a ces fameux déclics qui te disent: «Attention, ouh là là, il y a quelque chose qui va pas». Comment est-ce que tu prends la décision justement de stopper? Est-ce que, tu restes dans le déni jusqu'à ne plus avoir de trésorerie, par exemple? Est-ce que tu te fais accompagner? Est-ce que tu demandes de l'aide quelque part à un moment donné? Enfin, comment ça se débloque au final? Je sais pas s'il y a eu un déclic, tu vois, qui m'a fait dire: «OK, maintenant stop». Parce que c'est plutôt généralement chez moi, les décisions, elles mûrissent pendant un moment, jusqu'à ce que c'est bon, mon cerveau soit habitué à l'idée et se dise: «Let's go, on fait ça». Mais, en fait, ça a été une accumulation, de plein de petites choses et donc il y avait une dimension pression financière, parce que, en fait, la réalité, c'est que problème de riche, vous allez me dire, mais j'avais pas mal d'économies de côté. J'avais fait des économies avant de quitter mon job salarié et du coup, bah, j'avais des économies qui me permettaient de pallier, tu vois, les mois où, j'avais du mal à me sortir un revenu, de mon business. Et donc du coup, ça me permettait d'avoir un business, «sous perfusion» entre guillemets, tu vois? D'autant que je regardais pas trop les chiffres, donc du coup, j'étais juste là: «Bon, bah, tant qu'il y a pas zéro sur mon compte, c'est que tout va bien». Évidemment, bien sûr, mais quel bel indicateur pour regarder la rentabilité de son business. Bravo Claire. Donc en fait, j'avais un peu ce truc de, bah, peu importe, je continue, tu vois? Et l'argent était un problème au sens où c'était un stress pour moi en termes de sécurité financière, mais c'était pas un problème du quotidien, genre, comment je vais payer mon loyer, le mois prochain, tu vois? Mais il y avait quand même ce stress, qui était, présent, constant. Ça a coïncidé aussi à un moment où, je me suis mise en couple avec quelqu'un et en fait, c'est bête, mais le fait d'être en couple, bah, j'avais envie de faire des projets, tu vois? J'avais envie d'avoir les moyens de partir en vacances sans me poser de questions. J'avais envie de pouvoir faire un resto sans, prendre, juste une entrée parce que j'ai pas les moyens de me payer un plat. Enfin, tu vois, des trucs cons, mais juste, j'avais envie de vivre, quoi, tu vois? Et donc ça m'a quand même, pas mal, travaillé et fait remettre en question,
l'équation dans laquelle j'étais, professionnellement, on va dire ça comme ça. Et du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de me faire accompagner, ouais, j'ai décidé de me faire accompagner, comme beaucoup de gens, je suis passée par la BSB de Aline, Bartoli. Et en fait, moi qui m'étais jurée de ne jamais devenir coach, parce que j'avais l'impression que c'était des joueurs de flutio, tu vois? Et que tout ce qu'ils faisaient, c'était, souffler dans des flûtes. Et ben, en fait, je me suis rendu compte, pas tant que je détestais mon business, à ce moment-là, mais plutôt que j'avais envie d'aller plus loin dans la manière d'accompagner les gens et c'est cool de leur envoyer un produit qui réponde à leurs besoins et tout. Mais en fait, factuellement, c'est pas en ayant un agenda que tu résous tes problèmes d'organisation. Sinon ça ce serait trop bien. Mais généralement, c'est pas le cas. Et donc en fait, j'avais envie d'aller beaucoup plus loin dans ce truc-là, tu vois? De me dire: «Mais moi, ce qui me frustrait, c'était d'envoyer un agenda aux gens. Déjà, il y en a la moitié qui vont pas l'utiliser parce que la moitié, c'est des nerds de papeterie qui vont juste trouver ça trop stylé et le laisser sur l'étagère parce qu'il faudrait surtout pas raturer dedans, tu vois? Comme moi. Et l'autre moitié qui va l'utiliser, bah, en fait, potentiellement, ça c'est pas un outil d'organisation qui va résoudre tes problèmes de manque de temps, qui va résoudre, tout ça. Donc du coup, c'est à ce moment-là aussi que, en fait, il y a plein de choses qui se sont, tu vois, cumulées et qui ont provoqué un déclic. Et en fait, il y a quand même tout un moment où il y a eu une espèce de chevauchement entre, le fait que je propose du coaching et puis l'écoulement de mon stock, de carnets que je voulais quand même aller jusqu'au bout, au maximum, tu vois? Parce que, bah, c'était quand même des chouettes produits et puis factuellement, j'avais pas spécialement envie, de laisser, 2 000, 3 000, 4 000 € de stock, dans mes armoires. Enfin, surtout si c'est pour les détruire après, bon, bah, autant, les écouler avec, des promotions et passer à autre chose, quoi. OK, donc la transition, elle s'est faite, on va dire, «naturellement» entre guillemets. Il y a pas eu un arrêt, net de cette activité-là pour «recommencer à zéro» entre guillemets, ça s'est fait progressivement. Et du coup, pendant cet accompagnement, est-ce que c'est là que tu as pris conscience de toutes les lacunes finalement que tu avais eues ou pas? En grande partie, ouais. En fait, en grande partie parce que, du coup, on j'a en fait, faut revenir un petit peu en arrière. J'avais déjà, tu vois, au moment où je me suis fait accompagner et ça on en a pas parlé, mais en fait, il y a un moment où quand même je me suis aperçue que, les chiffres, il y avait une couille dans le potage comme on dit, tu vois? Il y avait un truc qui allait pas et que, ça allait être compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des calculs justement de c'est quoi la rémunération que je voudrais dégager de mon business, au bout de genre 1 an, hein, parce que bon, mieux vaut tard que jamais. C'est quoi la rémunération que je veux dégager de mon business? Du coup, qu'est-ce que ça veut dire en termes de chiffre d'affaires à générer? Et du coup, rapporté au panier moyen, qu'est-ce que ça veut dire en termes de chiffre d'affaires à encaisser, tu vois? Et là, c'était assez vertigineux parce que c'était genre, je sais pas, fallait faire, 1 000 commandes, par mois, tu vois? Ce qui était genre, bah, beaucoup en fait, par rapport à la fois à ce que moi j'étais capable de produire en termes de logistique et tout, enfin, tu vois, juste de manutention, globalement. Mais aussi, c'était très en décalage par rapport aux ressources dont je disposais. C'est-à-dire que pour faire, même, 200, 300 commandes, ce qui est déjà beaucoup, tu vois? À l'échelle d'un tout petit business, même pour faire 200 ou 300 commandes, bah, ça veut dire qu'en fait, il faut quand même, faire des efforts marketing, avoir des compétences sur le sujet, potentiellement avoir, enfin, tu vois, déléguer une partie de ce truc-là et tout. Et là, je revenais toujours au même problème, mais en fait, ma marge, elle est tellement ridicule que je n'ai pas le budget pour investir dans des leviers de croissance qui me permettraient d'aller à ce truc-là. J'ai pas le budget pour faire de la pub, j'ai pas le budget pour, faire des campagnes d'influence, j'ai pas le budget pour, en fait, activer ces leviers que les plus gros acteurs du marché activaient. Et en fait, je pense qu'il y avait ce truc-là, tu vois? C'est-à-dire que dans ma tête d'entrepreneur, de baby entrepreneur qui débarque tout juste, je comparais ce que les grosses boîtes faisaient par rapport à ce que moi je faisais. Mais le problème, c'est qu'on joue pas dans la même, catégorie, tu vois? Et qu'eux, oui, ils avaient le budget pour aller chercher, ouais, bah, tout ça, la pub, les campagnes d'influence, les articles médias, les machins, les trucs. Versus moi, bah, encore une fois, j'étais, une fille avec un rêve et pas de compétences, donc tu vas pas très loin, tu vois, en fait. Surtout quand tu as une marge ridicule et que du coup, tu pas les moyens d'investir, dans ces compétences ou dans des compétences externes et cetera, quoi. Et le fait de te rendre compte que, ouais, ça va être chaud déjà pour financer, enfin pour avoir, suffisamment d'argent, tous les mois, ou alors, faudrait, ouais, faire 1000 commandes et effectivement, je pense que c'est énorme quand tu es un tout petit business. Mais le fait de dire: «Bon, bah, peut-être qu'il faut que je laisse tomber ça», est-ce que tu l'as vécu comment, en fait? Est-ce que c'était un deuil? Parce que je me dis, c'était justement le truc très le rêve, je fais mon objet de papeterie que j'aurais, adoré avoir,
et donc je l'ai créé. Je me dis: «Ça doit être, vachement sentimental». Enfin, je sais pas, hein, mais comment tu l'as vécu ça, du coup? C'était il y a un petit moment, donc je sais pas exactement c'est quoi le feeling, tu vois, quand, j'ai acté la décision et encore une fois, je pense pas que la décision, elle ait été actée à un moment spécifique, tu vois? Par contre, ce que je me rappelle hyper fort, c'est alors oui, il y avait un peu le sentiment de, laisser mon bébé au bord de la route, tu vois? Genre en mode, «Bon, bah, désolé, mais je continue sans toi», tu vois? Mais je pense que l'émotion qui était la plus forte et qui m'a quand même un peu marquée au fer rouge, c'est le sen enfin, tu vois, tu me demandais, «Lise, c'est quoi le mot que tu mets en face d'échec?» et j'ai dit: «Honte». Bah, en fait, c'était la honte, tu vois? Genre j'avais honte de me dire: «J'ai échoué, je suis obligée d'arrêter ce projet parce que c'est pas rentable, parce que ça m'épanouit pas, parce qu'en fait, ça me pose plein de problématiques, même, pour ma vie, perso», tu vois? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il fallait partir en vacances, fallait fermer la boutique, enfin, que des trucs, où tu es là, mais en effet, j'avais pas de vision, tu vois? Genre, pour le coup, pas de doute là-dessus. Hem, donc ouais, c'était vraiment le sentiment de honte, tu vois? De me dire, «Mais en fait, j'ai échoué» et ça, c'était quelque chose, que j'avais jamais vraiment expérimenté, en fait, pour être honnête. C'est-à-dire que dans ma vie, de manière générale, j'ai eu une vie privilégiée de plein de manières, différentes. J'ai fait des études sans trop me poser de questions. J'ai jamais été même rejetée, tu vois, d'un j'ai jamais, envoyé, X candidatures, sans avoir de réponse. On m'a toujours, enfin, tu vois, je sais pas comment dire, mais la vie, elle a toujours été facile pour moi. Et du coup, là, c'était un peu le premier échec, d'adulte que je me prenais dans la gueule et c'était vraiment pas facile, à assumer, tu vois? Même avec moi-même déjà, et puis avec les autres encore pire et d'ailleurs j'ai mis des années avant de parler de ce truc-là. J'ai jamais vraiment justifié ou expliqué les raisons qui ont fait que j'ai arrêté ce projet, au moment où je l'ai fait parce que juste, j'avais trop honte de dire, «Bah, en fait les gars, j'ai fait des mauvais calculs, si je veux m'en sortir, il faut que j'augmente, les prix, de 100 j'arrive pas à vendre à la hauteur de ce qu'il me faut pour, réussir à juste, payer mon loyer et mettre, du beurre dans mes casseroles. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas facile en vrai. Après il y a des gens qui le font avec beaucoup plus, de facilité, mais moi, pour moi, c'était une catastrophe et j'ai envie de dire, j'irai peut-être pas jusque là, tu vois? Mais presque une mini crise identitaire de, «Attends, mais je réussissais tout jusqu'à maintenant. La vie, c'était facile, j'étais en mode facile et là, on est en train de me passer en mode difficile et personne ne m'a prévenu, mais c'est quoi ce délire?» tu vois? Je reconnais bien les bonnes élèves, enfin s et je dis ça parce que moi j'ai vécu la même chose et c'est vrai que quand tu as été habitué constamment à être cette bonne élève où, bah, comme tu dis, il y a tout qui te réussit, genre, il y a rien vraiment qui ne marche pas et tu dis presque une crise identitaire, bah oui, c'en est une parce qu'en fait toute ta vie tu t'es dit: «Bah, c'est facile», enfin, consciemment ou inconsciemment tu te dis: «Bah oui, je vais y arriver, il y a aucun souci», tu pars la fleur au fusil parce que ça marche toujours, alors pourquoi ça serait différent? Et bien sûr que tu tombes de très, très haut quand tu te rends compte qu'en fait la vie d'adulte, c'est plus l'école. En fait, on n'est pas là à te récompenser, à te dire: «C'est bien, tu raison, c'est tu fait un beau carnet, tu vas le vendre» et tout le monde, et du coup, oui, ça la chute fait très, très mal parce que là, tu découvres un monde en fait que tu avais jamais connu. C'est vraiment l'inconnu, genre, oh waouh, l'échec et puis inconnu et puis ça fait très, très peur. Enfin, du coup, parce que tu dis: «Si je me foire, c'est que vraiment je suis qu'une grosse merde», parce que si je me suis jamais foirée de ma vie et alors là, je parle pas de toi, mais moi, je sais que ça a été mon cas. Je me suis dit: «Là, tu es vraiment une grosse merde parce que tu t'es jamais plantée, donc là, c'est vraiment» alors que pas du tout, hein, mais c'est juste un environnement inconnu, mais voilà, je reconnais bien les bonnes élèves, si vous nous Ouais. écoutez, je pense que Et moi, j'avais vraiment ce syndrome de la bonne élève, tu vois, qui s'était, appliqué au business. Tu vois, comme, bah, quand j'étais, élève, étudiante, ta valeur et ta hiérarchie dans une classe, c'est tes notes. Bah, moi, j'avais l'impression que ma valeur et ma hiérarchie, dans le monde professionnel, c'était genre mon chiffre d'affaires et ma réussite. Et du coup, là, au moment où j'étais en échec et où mon chiffre d'affaires ne me permettait pas de continuer ce projet-là, bah, je me retrouvais dernière de la classe. Tu vois ce que je veux dire? Dernière de la classe et avec vraiment ce truc, de que qu'est-ce que les autres vont en penser? Qui était très inconscient et très diffus. Je me posais pas cette question-là de manière aussi intelligible, tu vois? Mais par contre, c'était 100 ce qui se passait dans ma tête et tu vois, c'était ça a été dur. Problème de sale gosse, hein. Mais ça a été pas été facile, de ce point de vue-là, tu vois? Je me rappelle moins du côté,
tu vois, j'ai pas trop de nostalgie par rapport à ce projet de manière générale, au carnet et tout. C'est sûr que si aujourd'hui, j'étais dans la même situation, je ferais des choix complètement différents. Je l'arrêterais pas, je ferais des ajustements, voilà, ce serait très différent, mais parce que j'ai juste, 7 ans d'entrepreneuriat derrière moi et que forcément, et heureusement d'ailleurs, tu prends en maturité, tu t'affirmes, et il y a des choses que tu gères différemment, X années plus tard. Je voulais juste revenir sur le côté un peu regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si j'avoue, on va dire publiquement que j'ai échoué, et cetera. Comment a réagi ta communauté? Parce que du coup, tu avais une communauté qui était présente au début de ton projet. Est-ce qu'elle a compris l'arrêt de cette activité? Est-ce qu'il y a eu des questions? Est-ce qu'il y a eu du soutien? Est-ce qu'il y a eu du, «Ah là là, tu nul», ce genre de truc ou pas du tout? En fait, comme ça s'est fait assez progressivement, je me rappelle pas trop avoir, eu des retours, directs sur ça, tu vois? Genre pas trop, enfin, je pense que j'ai peut-être reçu quelques messages et quelques mails, qui m'en parlaient, mais pas tant que ça. Par contre, ce qui me surprend pas mal, c'est que là, on est genre, je sais pas, peut-être, 5 ans plus tard, tu vois? Et la semaine dernière, j'ai reçu un mail d'une fille en mode, «Oui, j'aimais vraiment trop Projo, où est-ce que je peux le retrouver et tout?» Tu vois? Genre, il y a encore des gens qui sont là, tu vois? Et en vrai, je trouve ça à la fois cool et en même temps, il y a un peu un sentiment de, bah, désolé, je vous ai un peu laissé tomber et du coup, c'est plus dispo et j'ai arrêté le truc, tu vois? Mais je trouve ça, enfin, en vrai, je pense que il y a aussi eu pas tant de réactions que ça parce que, en fait, si tu pas transparent et que tu pas et que tu dis juste, «J'arrête», bon, bah, voilà, c'est très neutre, en fait, comme information de manière générale et même s'il y a des gens qui m'ont dit: «Ah, bah, dommage, j'aurais bien aimé que ça continue» ou en fait, il y en a qui ont fait des stocks aussi avant que j'arrête, complètement la commercialisation. Hem, je pense que les réactions auraient probablement été un peu différentes si, j'avais vraiment expliqué, ce qui se passait concrètement. Mais la réalité, c'est que je pense que j'étais pas du tout prête émotionnellement à en parler et là, j'en parle avec du recul. Tu vois, l'analyse du match quoi, mais quand tu es sur le terrain, tu sais pas forcément ce qui se passe. Donc tout ce que je suis en train de raconter là, c'est aussi des trucs dont je me suis rendu compte parfois des mois, voire des années plus tard, tu vois? De me dire: «Ah mais en fait, ce truc-là, c'était donc ça», tu vois? Ce truc qui me manquait pour, réussir à faire en sorte, que ça fonctionne, quoi. Ouais, bah, c'est certain que quand tu as la tête dans le guidon, tu peux pas avoir le recul et d'autant plus si émotionnellement tu es déjà dans ton tourbillon d'émotions, que tu es déjà en train d'essayer de gérer, de comprendre, de survivre là-dedans. Tu es là genre: «Oh putain, si en plus faut que je prenne du recul, on va pas s'en sortir», donc c'est normal, mais c'est intéressant d'avoir, c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast, d'avoir ces retours-là avec le recul des gens qui ont vécu ça. Bon, ça évitera pas que, il y a encore des entrepreneurs qui tombent, évidemment, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Comme tu nous dis, aujourd'hui, tu as le recul, maintenant tu sais comment gérer ton business. Si tu le refaisais aujourd'hui, tu ferais les choses différemment, mais ça, tu peux le dire parce que, ben, tu es passé par là au début et que tu t'es planté et que tu le sais maintenant. 100. Et j'ai envie de te dire, j'étais dans une situation où, en fait, l'échec était difficile à vivre, mais c'était pas catastrophique au sens où ça n'a pas rebattu les cartes de ma vie de manière plus globale, tu vois ce que je veux dire? Et c'est aussi ce qui me fait dire que, oui, c'était un échec, je l'ai vécu comme un échec très clairement. Aujourd'hui, je le vois beaucoup plus comme une leçon et comme un truc, dont je peux parler avec, en rigolant, tu vois? Parce qu'en fait, avec du recul, je trouve ça juste marrant à quel point j'étais débile, tu vois? Mais mais c'est sûr que je regrette rien de cette expérience et qu'en fait, si j'avais pas eu cette expérience, bah, j'aurais pas appris non plus, tu vois? Enfin, il y a plein de choses, qui m'ont permis justement d'avoir ce déclic-là, et le luxe que j'avais, c'est que j'étais dans une situation où encore une fois, les erreurs que je faisais ne mettaient pas en danger, ma sécurité, elle, tu vois? J'avais encore un toit sur la tête, des pattes dans le placard et tu vois ce que je veux dire? Ce qui n'est pas le luxe de tous les entrepreneurs, on va pas se mentir, il y a des gens, pour qui, bah, c'est un peu, le la dernière chance potentiellement sur certains sujets et tout et quand tu arrives au bout de tes ressources, autant de tes ressources matérielles que de tes ressources aussi émotionnelles, parce que l'entrepreneuriat, enfin, je sais pas comment est-ce que vous le vivez les filles, hein, mais franchement, c'est des fois, c'est vachement dur, quoi. Des fois, tu es Moi, là des fois, tu es là en je le mode: «Ouais!» subis.
Encore un message beaucoup, plein d'espoir encore une fois. J'espère que ta thérapie se passe très bien, Lise. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est genre, des fois, tu es là en mode, franchement, j'aimerais que ce soit plus simple, quoi. Donc voilà, ouais, non, j'avais le luxe de faire des erreurs, d'en apprendre et de prendre mon temps pour faire les erreurs, d'avoir ce temps-là et je regrette pas un seul instant de l'avoir fait. C'est juste que je regarde avec un regard un peu, tu vois, je sais pas comment ce serait quoi l'adjectif, mais à la fois un Plein de peu compassion. condescendant et en même temps un peu de compassion. Ouais, c'est ça, pour la Claire du passé qui a fait, vraiment encore une fois, si on devait faire une checklist de toutes les erreurs possibles et imaginables, mais j'ai un le bingo complet, quoi, vraiment, et c'est OK si vous avez le luxe de faire ces erreurs-là, bah, c'est pas très grave en soi, ça se rattrape. Et si vous l'avez un petit peu moins, vraiment, faites-vous le cadeau de vous faire accompagner, dans la mesure du possible, quoi. Bah, voilà, j'allais demander un conseil, mais non, mais par rapport à la Claire du passé, ayons un peu de compassion parce qu'en vrai, c'est mignon. En vrai, je trouve Oui, quand tu regardes, tu fais oui, tu es là genre: «Mais ma pauvre fille, mais qu'est-ce que» non, genre mais vraiment, tu sais que quand je regarde dans le passé, je me dis: «Mais en fait», bon, déjà, c'est là que tu vois le chemin parcouru et je trouve ça quand même cool de regarder ça. mmh, Mais j'ai vraiment la sensation de me dire: «Cette Claire-là, en fait, c'était juste une fille en couche-culotte devant un stand de marchand jouets là», tu vois? Et qui faisait, «Alors pour les poires, ce sera 3 €». Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, c'est ouais, vraiment la vraiment dinette. mais pas La le reste, dinette de l'entrepreneuriat, ouais. exactement, le fun trop bien, les chiffres, non, 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 pas du tout. Non, non. Hem Moi, je veux et juste voilà. faire bip bip avec le petit scanner et puis c'est tout. Exactement, moi je veux juste jouer avec la caisse enregistreuse automatique, trop stylé, ça imprime et tout, trop bien. Bah, voilà, moi c'était genre vraiment, mais je pense sincèrement, hein, avec du recul, c'était pas ça mon rêve, mais il y avait un peu de ça quand même, quoi. Ouais, mais je sais pas ce que tu as dit tout à l'heure et je me suis dit: «Oui, en fait, c'est vraiment le rêve de petite fille de jouer à la marchande, en fait». Genre, c'est mon truc, c'est marchand de grandeur nature, mais que les côtés positifs, quoi, que les trucs qu'on n'avait pas à gérer en tant Exactement, et qu'enfant. tu sais le truc de genre, le logo qui te fait kiffer, l'emballage un peu stylé, les stickers, les machins, les trucs, tous les trucs qui tu vois, c'est les paillettes de l'entrepreneuriat, et en fait c'est généralement ce qu'on voit aussi et ce qui est visible dans les business de produits, et on se dit: «Ah, c'est trop stylé d'avoir un business de produits parce que ça et tout». Et moi je viens d'une formation de design de produits, tu vois? Donc en fait, c'est aussi très fort dans mon ADN et dans ma culture, ce côté très physique, très sensoriel. C'était un truc qui me faisait vraiment genre kiffer, tu vois? De me dire: «Avoir mon propre produit, mais quel kiff», tu vois? Mais en fait, quand tu es chef d'entreprise, tu pas designer, t'es pas, graphiste, tu peux, mais tu vois ce que je veux dire? C'est la partie fun et créative, mais à côté, bah, faut être entrepreneur, quoi. Genre, faut vendre en fait, faut, regarder les chiffres, faut analyser un petit peu, faut pas faire n'importe quoi. Faut mettre le nez dans son caca, tout ça, tout Exactement. ça. Non, mais voilà, c'est mignon. Enfin, bon, c'est mignon. Avec le recul, évidemment, hein, toujours. Quand on est dedans, tu es là genre: «Ouais, bon, c'est pas très mignon», mais avec le recul, c'est rigolo. Plein de compassion pour les nous du passé, qui ont fait leur bingo des erreurs de débutantes. Est-ce que tu as quand même un dernier conseil ou un dernier mot, un truc à retenir et que tu veux absolument faire passer, à nos auditeurs, auditrices, par rapport à toute cette expérience? Ouais, je pense que, donc déjà mon conseil, je pense que ça s'est senti, mais je le redis, mettez le nez dans vos chiffres, quel que soit le type de business que vous avez. Là aujourd'hui, tu vois, vous l'avez dit en intro, j'accompagne les entrepreneurs sur la partie, organisation, gestion du temps de manière assez large, et en fait, j'ai énormément, la majorité même je dirais, des entrepreneurs que j'accompagne, qui viennent en me disant: «Claire, j'ai un problème de gestion du temps ou je manque de temps», et en fait, la réalité, souvent ce qui se cache derrière, c'est, alors oui, il y a peut-être des questions de chaos, on va dire, dans votre business, mais souvent il y a aussi des questions de rentabilité. Parce que quand tu commences à faire justement les calculs de regarder: «Attends, mais combien est-ce que tu factures à l'heure et combien d'heures il faut que tu factures, et ça veut dire combien de clients, et du coup combien de clients aller chercher en termes d'efforts marketing et cetera», et que tu commences à analyser ça, c'est là que tu te rends compte que les calculs sont pas bons, Kevin, tu vois? Et que là, il faut faire quelque chose, sur la renta. Donc mon 1er conseil vraiment très pratico-pratique, c'est: ne faites pas l'impasse sur les chiffres, et si ça vous fait peur, parce que moi ça me faisait peur, encore une fois, faites-vous accompagner, trouvez un partenaire d'objectif qui va vous aider à vous mettre le nez dedans si vous n'avez pas forcément le budget pour un accompagnement et tout. Mais bref, entourez-vous sur ce sujet-là. Hem, cultivez-vous, enfin, cultivez une culture du chiffre, j'ai envie de dire, dans votre entreprise, pour pas
prendre des décisions n'importe comment et faire n'importe quoi. Parce que sinon, le risque, c'est en fait de continuer à avoir un business, qui est pas rentable et de travailler à perte, soit à perte d'argent, ce qui est un peu la pire des situations, mais aussi à perte, d'énergie en mode, tu trimes, tu travailles de ouf et en fait, bah, tu as 3 copecks, qui tombent sur ton compte en banque à la fin du mois et c'est je pense personne se lance dans l'entrepreneuriat pour ça, quoi. Même si on se lance pas forcément pour, devenir multimillionnaire, mais on va pas se mentir, ça aide quand même d'avoir un peu d'argent sur son compte en banque. Donc ça, c'est le premier conseil, soyez potes avec les chiffres et surveillez-les. Et le deuxième conseil qui est pas très original non plus, c'est vraiment de trouver un safe space, genre un espace, ultra safe en tant qu'entrepreneur pour pouvoir parler de tout ça. Pour pouvoir dire: «J'ai peur, c'est la merde, j'arrive au bout de ma trésor». En fait ou aussi pour célébrer ses victoires, hein. Je veux dire, on n'est pas obligé de juste, parler des trucs qui vont pas. C'est aussi, pour, dans les moments où ça va en mode, «C'est trop bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai signé tel client, c'est trop stylé, ça m'enthousiasme et tout». Mais d'avoir un espace ultra safe, ultra sécurisant où en fait, on peut être vulnérable et parler de tout ça, sans attendre, 5 ans plus tard un micro de podcast, de débriefer, quoi. Oui, mais attends, s'ils font ça les gens, nous on n'a plus d'épisodes de podcast après, comment on Mais fait? si, vous aurez les épisodes de podcast et ils vous diront à quel point est-ce que le fait d'avoir des potes entrepreneurs et d'avoir, justement des épaules sur lesquelles pleurer et des potes avec qui, sabrer le champagne et bah, en fait, ça les a sauvés dans des moments où c'était hyper dur, tu vois? Parce que c'est sûr que ça joue, enfin de la même manière que tu as besoin d'avoir des meilleurs potes, dans ta vie, enfin des meilleurs potes, ou en tout cas des potes dans ta vie perso, pour pouvoir, raconter, tes bonheurs et tes problèmes, bah, en fait, tu as besoin d'avoir aussi des gens qui comprennent ce que tu vis en tant qu'entrepreneur, pour en discuter. Et sinon, si c'est une avant enfin, ce qu'on disait, c'est déjà franchement pas facile tous les jours. Si en plus c'est hyper solitaire, là, franchement, enfin, faut claquer sa dème immédiatement, quoi. Même si c'est ton propre business, faut pas rester, hein. Bah, Ça va après être si ça peut te toxique. ouais, c'est le conseil que tous les invités nous donnent à chaque fois, c'est avoir un entourage, alors que ce soit pro, perso, des business friends, des plateformes communautaires, ce genre de trucs, juste être entouré, ne serait-ce que pour pouvoir décharger, quand ça va pas, quoi. 100. Et prendre un peu de recul, prendre un peu de temps d'air pour respirer avant de trouver des solutions ou de rebondir, tu vois? Mais donc c'est un conseil peut-être un peu «bateau», entre guillemets, mais si tout le monde le dit, c'est pas pour C'est qu'il y a rien, un quoi. fond de vérité. À un moment donné, on n'est pas cliché pour rien, quoi. Il y a un fond de Il vérité y a et la il y a une raison. et tu vois, franchement, moi, quand j'ai planté ce premier business-là, j'étais toute seule dans mon appart. Encore une fois, c'était genre, plein covid, donc tu vois même pas tes potes pour boire des bières et avoir, un peu une soupape de décompression. Donc c'était hyper solitaire et peut-être que si j'avais, eu à ce moment-là, ne serait-ce qu'un ou une entrepreneur avec qui discuter régulièrement, et juste parler, tu vois? Encore une fois, on parle pas forcément de quelqu'un qui va te coacher et tout, mais juste, bah: «Comment tu vas?» «Ah bah, c'est la merde» ou genre: «Comment tu vas?» «Ah bah, ça va trop bien». Bah, je pense que ça aide quand même énormément à prendre du recul sur la situation, à avoir un regard extérieur aussi et puis à faire potentiellement des choix différents, tu vois? Clairement. Donc mot de la fin, entourez-vous, hein, encore une fois, on ne le répétera jamais assez, d'une manière ou d'une autre, entourez-vous. Et Trop bien. écouter les cours de maths à l'école, Et écoutez, Non, mais c'est même pas des maths en plus, enfin, c'est des maths, mais je veux dire, la c'est gestion. ouais, c'est de la gestion et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, qu'on a une vision du business plan, très en mode, costard cravate et comptable, qui prend la poussière. Mais en fait, la vérité, elle est dans les chiffres, tu vois? Et tu peux pas piloter un business si tu pas des chiffres, pour le faire, C'est les chiffres qui te disent si ça va, c'est les chiffres qui te disent si ça va pas, c'est les chiffres qui te disent, s'il faut que tu te bouges les fesses pour aller chercher des clients parce que ton prévisionnel, il est vide ou pas. C'est eux qui te disent, si tu dois augmenter tes tarifs, si tu dois revoir ton offre. Enfin, en fait, c'est pas juste un truc, pour faire, plaisir aux comptables, c'est un vrai outil de pilotage, de décision et d'entrepreneuriat de manière générale, quoi. c'est ça. Les comptables, c'est pareil, quoi, c'est pas inutile, quoi. On le répète, mais finalement, ils ont un rôle, eux aussi. Non, mais c'est clair que les chiffres, ça fait peur. Tu vois, Lise, tu disais les maths, mais en fait, je pense que les maths font peur à tout le monde déjà, enfin, à beaucoup de personnes, en fait, dès l'école. Donc je pense que ça nous aide pas après à se pencher sur les chiffres, quand on lance notre business. Mais bon, effectivement, pas le choix que d'aller mettre le nez dedans, le nez dans Poupi pour, Poupi, notre nouvelle mascotte, hein. Donc je le représente quand même parce que c'est important de présenter ce petit caca national. Mais mais bref, merci beaucoup Claire pour ce témoignage, hein, puisque, même si c'est quelques années après, 5 ans après,
Je trouve que c'est pas mal d'avoir ce retour-là et surtout sur un produit parce que c'était, comme disait Lise au début, assez nouveau. Donc merci beaucoup. Je pense que ça va aider certains, auditeurs, auditrices, qui se reconnaissaient peut-être pas dans les services. Merci. Avec grand plaisir. Youp. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?